Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thomas Porcher. Bonjour. Bonjour. Économiste, membre des économistes atterrés. Vous publiez L'économie pour les 99%. Voilà, c'est chez Stock. C'est dessiné, scénarisé par Raphaël Ruffier-Foussoul, illustré par Ludivine Stock. Il faut évidemment pas l'oublier. L'économie pour les 99%, la question, vous la posez des milliards de fois. Pourquoi ce titre-là ? Moi, je connais la réponse, mais j'ai envie de vous... Oui, c'était juste parce que... Alors déjà, parce que je trouvais que le titre était pas mal. Je trouvais que ça claquait comme titre. Mais après, c'était pour dire que voilà, il y a une économie qui est au service des 99%. Et moi, j'explique comment il faudrait qu'elle fonctionne. Mais c'est aussi accessible aux 99%. C'est-à-dire une économie, une présentation de l'économie qui est vulgarisée, ce qui ne veut pas dire vulgaire, et donc qui est accessible au plus grand nombre. Ouais. La politique économique telle qu'elle est menée en France depuis maintenant pas mal d'années, elle est pour les 99 ou elle est pour les 1%? Il y a des chiffres très clairs. 1% en gros, c'est les plus aisés. Hein. Oui, tout à fait. On gagne combien ou quel patrimoine on a quand on est dans les 1%? Quand on est dans les 1%, on a grosso modo... les 1%, ils ont 25% du patrimoine français. C'est-à-dire que c'est allez, on peut dire à peu près 500 000 ménages. Hein. Ouais. Et quand on regarde... En euros, c'est quoi pour dire on fait partie des 1%, c'est quel salaire on a et quel patrimoine on a? On peut le fixer, oui, ça serait peut-être un peu plus d'1,5 million d'euros de patrimoine. On ne parle pas des revenus. Hein. Là, les revenus, on est à 10 000 euros dans les 1%. Et on peut avoir un revenu à 10 000 euros et ne pas avoir de patrimoine et on ne rentre pas vraiment dans cette segmentation 1%, 99%. 1%, on a 1,5 million de patrimoine, mais il y a des grosses inégalités là. Ça peut augmenter, on peut aller après à 20, 30, 40, 50 millions. Et sur les salaires, juste sur le salaire, les salaires, c'est les 1%, 10 000 euros par mois, ouais, tout à fait. On est dans les 1%. Voilà, et grosso modo, autour de 5 000 euros, vous êtes dans les 5% les plus riches. Et à 4 000 euros, vous êtes dans les 7% les plus riches. Mais on peut avoir un très bon salaire en n'ayant pas de patrimoine. Et comme on peut avoir un salaire très faible et hériter d'un gros patrimoine. Donc quand on parle des 1%, généralement, on prend le patrimoine. Voilà. Bon, justement, tiens, c'est dans l'actualité, je vous fais réagir, Thomas Porcher. Il est immoral d'être milliardaire, nous a dit hier soir en meeting Jean-Luc Mélenchon. Non, la question, ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas le montant que vous avez ou que vous avez réussi à accumuler, même si en général, quand vous avez accumulé un gros montant très rapidement, en général, c'est que vous avez eu des dispositions de l'économie qui vous ont permis de les avoir. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt l'évolution ces 30 dernières années. Et effectivement, quand on regarde ces 30 dernières années, et même des travaux de Bercy l'ont montré récemment et rejoignent d'autres travaux, par exemple de Thomas Piketty, les 1% les plus riches ont vu leur patrimoine et leurs revenus augmenter plus vite que le reste de la population. Donc à partir du moment où on a ça... Parce qu'ils ont bien placé leur argent, parce que... Non, pas que, je pense parce qu'il y a eu également des mécanismes d'optimisation fiscale qui ont été permis avec le marché unique, avec la mondialisation, parce que la financiarisation de l'économie leur a permis de gagner beaucoup plus d'argent rapidement. Et là, quand on se dit, en fait, l'économie, c'est quoi? C'est la création d'un gâteau et ensuite c'est la répartition de ce gâteau. Quand le gâteau n'a pas forcément énormément augmenté ces 30 dernières années, parce que nous avons une croissance plus faible que dans les 30 glorieuses, et que ce gâteau a été réparti plus généreusement pour les 1% que pour le reste de la population, se pose quand même la question de l'organisation de notre système économique. Et tout le monde n'est pas censé s'enrichir de la même façon, parce qu'il y en a qui s'en fichent d'être réussir ou pas, d'ailleurs, d'avoir une carrière prolifique ou pas. Si on est entrepreneur dans l'IA et qu'on prend des risques, est-ce qu'on ne mérite pas une meilleure rémunération et plus de gains que quelqu'un qui se la coule plus douce, parce qu'il n'a peut-être pas envie de... Non, alors tout à fait. Alors, non, mais déjà, la première des choses, c'est qu'il faut dire que l'économie n'a pas toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que vraiment, dans les 30 glorieuses, entre 1950 et 1980, c'est les 99% qui ont gagné plus d'argent que le reste de la population. Ça ne veut pas dire que les 1% ne se sont pas enrichis. Ils se sont enrichis, ils ont toujours été plus riches, mais moins rapidement que le reste. Ensuite, sur la prise... C'est à quelle vitesse aujourd'hui, l'enrichissement des 1% par rapport aux 99% par exemple, sur 20 ou 30 ans? Si on prend le revenu... prenons le revenu, allez, que le revenu, qui est, comme on l'a dit, pas le meilleur indicateur, mais le revenu. Vous regardez les 1%, et ben, il a fait 100% d'augmentation sur 30 ans, et le reste de la population, il a fait que 25%. Donc oui, là, on se dit, bon... Mais c'est la prise de risque, vous allez parler, je vous ai coupé, de la prise de risque. C'est ça qui fait la différence aussi. Je suis pas sûr que ce soit la prise de risque. Vous avez en fait des milieux qui drainent plus rapidement des financements que d'autres. Aujourd'hui, c'est l'IA, le digital. C'était un peu moins le digital ces dernières années, là, ça revient avec l'IA. La finance, à un moment, vous êtes cadre dans un grand groupe qui ne fait pas de la finance, et ben vous allez peut-être moins gagner que dans la finance. Donc à un moment, il y a des secteurs qui vont drainer des financements plus faciles. Le pétrole, quand vous avez la hausse des prix, eh ben, vous avez tout de suite des compagnies qui font des gros bénéfices et vous allez avoir des investissements plus forts
souvent dans d'autres pétroles non conventionnels. Mais donc, ce n'est pas tant la prise de risque, en réalité, que plutôt certains secteurs qui vont drainer des financements, et même qui vont drainer des financements avec une générosité forte, et parfois même des pertes très longues sur plusieurs années, mais que les financeurs acceptent et qu'ils n'accepteraient pas pour quelqu'un qui a une PME, qui perdrait un petit peu d'argent pendant 6 mois et qui, lui, devrait mettre la clé sous la porte. Et ce que dit Jean-Luc Mélenchon, alors je n'ai pas les mots exactement, mais c'est qu'en gros, ce qui est gagné par les milliardaires, il a été pris aux travailleurs. C'est ça son message. Est-ce que vous le cautionnez? Moi, ce que je cautionne, c'est que la production de richesse est collective. Ça, c'est la première des choses. Et ça, on l'oublie souvent. On a toujours l'impression que c'est une personne qui crée de la richesse et finalement les autres qui dépendent de cette richesse créée. Or en réalité, la richesse créée est collective. Mais après, que le mode de fonctionnement de l'économie a fait qu'une partie, et le haut de la fusée, a vu ses revenus s'envoler. Dans une grande entreprise, vous regardez l'écart entre le PDG et le revenu moyen de quelqu'un qui possède dans la même entreprise. C'est écarté. Voilà, au début c'était 40, 80, jusqu'aux années 80, puis ensuite ça a été 100, puis ça a été 200, 300, 400. Aujourd'hui on est à 400 d'écart parfois dans certaines entreprises américaines. Est-ce que le salarié actionnaire, c'est pas justement une solution aussi pour vraiment, au-delà de la participation, l'intéressement, d'avoir des salariés qui sont actionnaires et qui touchent les dividendes et les fruits de la croissance de l'entreprise? Il y a des boîtes du CAC 40. Ça existe déjà. Oui, mais de le développer beaucoup plus que ce que ça n'est en France. Oui, peut-être, mais après, il ne faut pas oublier quand même que nous avons eu depuis les années 80 quand même une compression des salaires qui a été stable ensuite, mais qui n'est pas revenue à son niveau d'avant 80, et qu'il y a eu aussi une forme de concurrence avec des pays étrangers, y compris en Europe, pour qu'il y ait une forme d'austérité salariale qui soit pratiquée. Et donc, on a l'impression qu'une grosse partie de cette richesse qui a été créée, parce que des grandes entreprises ont vu parfois leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices augmenter fortement, n'a pas profité à certains travailleurs dans le pays même de l'entreprise. Un petit mot juste, après on revient évidemment, mais directement on est dans le sujet, dans la BD, même si on va y revenir après. Sur le budget, je vous en pensez quoi? Parce que la France, enfin ça y est, on a un budget après toute cette dramaturgie qu'on a eue depuis plusieurs mois. Il valait mieux le budget de Bayrou que pas de budget? Alors pas de budget, ça veut dire le budget de 2024 déjà. Donc, non, c'est vrai. Pas de budget, pardon. Ouais, parce qu'il y a quand même des pays en Europe. L'Espagne a eu pendant très longtemps un problème de budget, je crois plusieurs années. La Belgique également. Mais les régions ont plus de pouvoir, c'est pas tout à fait la même organisation. Oui, mais la Belgique également. L'Allemagne, il y avait des gros débats. Enfin, c'est-à-dire que vu de loin, moi je me place du côté d'un investisseur, vu de loin, il a un gros portefeuille à gérer, il y a une épargne énorme en circulation, il se dit, bon, la France est un pays sûr, et il en donne à droite et à gauche. Et d'ailleurs, nous l'avons vu finalement, c'est que les marchés financiers n'ont pas réagi comme on nous l'a annoncé à l'instabilité politique. On nous a dit que ça allait être le drame, certains évoquaient des scénarios à la grecque. Dans cette émission, on a essayé d'être assez... complètement. D'ailleurs, je le dis, oui, vous avez été à très bonne distance dans cette émission, que j'ai regardée souvent et j'ai trouvé ça bien. Mais on nous a dit que la censure allait avoir un impact très négatif, et quand on voit les spreads avec l'Allemagne depuis la censure, ils n'ont pas bougé. Les dernières ventes d'obligations, il y a toujours 2 fois plus d'investisseurs qui veulent acheter nos obligations. Donc ça n'a pas été le chaos annoncé. Donc ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que nous pouvons continuer comme ça avec une incertitude, une instabilité politique sur des années. Mais ça veut dire une chose, c'est que les ressources de la France sont quand même plus fortes que ceux qui appelaient toujours à nous dire que ça allait être le drame. Et c'est important d'avoir ça en tête. Donc, à partir du moment où on a ça en tête, la vraie question, c'est quel budget nous faisons. Est-ce que nous devons faire un budget Comment vous qualifiez ce budget Bayrou? Moi, je reprends les mots de Madame Montchalin. C'est un budget où il y a les plus grandes économies qui ont été faites depuis 25 ans. C'est elle-même qui le dit. Les ministres... les chiffres ne vont pas dans ce sens. Oui, mais il y a quand même des économies qui sont fortes. Il y a des hausses d'impôts qui sont aussi élevées. Il y a 90% de hausses d'impôts par rapport aux économies. 90%, ouais. Bon, plutôt, ouais, peut-être un peu plus. Voilà, mais bon, quand on fait peut-être un peu plus de hausses d'impôts, effectivement. Et après, la vraie question, c'est est-ce que c'était utile de le faire de cette façon-là, avec cette brutalité, compte tenu du contexte géopolitique parce que là, à côté, les États-Unis, ils ont 8% de déficit. Alors, ils ont le dollar, bien sûr, mais nous avons quand même l'euro. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un petit... La monnaie, c'est la deuxième monnaie. Voilà, on a des partenaires. Exactement, c'est le problème. Les États-Unis n'ont pas de partenaires. On a des partenaires, mais je veux dire, l'Allemagne, on ne peut pas dire que ce soit un exemple aujourd'hui, avec une récession. Alors, effectivement, il y a des pays qui ont réduit leur déficit budgétaire très fortement. Comme on est comme très mauvais élève. On est un mauvais élève. Dans ce groupe-là, on est un mauvais élève. Voilà, mais la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on nous le disait. Moi, je pense qu'on avait besoin de retrouver de la crédibilité sur nos prévisions. On a eu une grosse erreur de prévision. Et qui là, 2 points.
Oui, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Qui mine la crédibilité clairement des analystes français de Bercy. Il fallait retrouver de la crédibilité. Et après, moi, je pense qu'on aurait pu étendre la réduction sur un peu plus de temps. Pourquoi ? Parce que on parle de 0,5 points de baisse du déficit. C'est pas non plus hyper violent sur un an. Mais si tout le monde fait de la consolidation budgétaire en même temps dans la zone euro, on a un impact sur la croissance. Et d'ailleurs, là, tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura un impact négatif sur la croissance. Hein. Tout le monde le dit. Il y aura un impact négatif sur la croissance. Ça, c'est la première des choses. Et je ne suis pas sûr qu'au final, la réduction de la dette en pourcentage de PIB soit celle que l'on espère. Parce que quand vous avez le PIB qui chute, vous voyez, il y a ça. Et surtout, il y a une instabilité géopolitique très forte, et nous avons deux pays qui, à côté, servent leurs intérêts. En fait, ils mettent les autres, leur déficit, au service de l'économie, alors que moi, j'ai l'impression qu'on met plutôt l'économie au service de la réduction des déficits. Et ça, c'est un vrai problème. La finalité d'une politique économique ne peut pas être que la réduction des déficits. Et Trump, il nous le montre. Trump, en fait, aujourd'hui, c'est des analystes plutôt sociodémocrates du New York Times qui disent quel va être le budget finalement de Trump, quel va être l'équilibre budgétaire de Trump. Lui, il a une vision, il s'en moque. La Chine a une vision, il s'en moque. Et nous, la finalité de tout ça, c'est la réduction des déficits. Et je trouve que ça, c'est un problème, effectivement. Ouais. Parce que derrière ça, qu'est-ce qu'on a comme autre projet ? On n'a rien, à part de dire, il faut qu'on revienne à tel taux de déficit, à la stabilité de la dette. Les investissements nécessaires dans la transition, dans l'IA, dans l'éducation, dans la recherche, etc., on va les raboter, plus ou moins, pour cette consolidation budgétaire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors ? Il aurait fallu dire, tant pis, on s'assoit sur la trajectoire de réduction de déficit. Non, on continue à investir, pour le coup, pour préparer l'avenir. Oui, voilà, on investit. Alors, on sait qu'à un moment donné, c'est le propre des marchés financiers, des gens qui nous financent à l'étranger, c'est qu'ils nous financent et puis un jour, Liz Truss l'a vécu au Royaume-Uni, c'est pas un pays qui est tout petit, tout d'un coup, il y a une tempête financière. Mais pour l'instant, en tous les cas, ça ne veut pas dire que ça tient à vitam aeternam, mais en tous les cas, ça ne peut pas tenir à vitam aeternam, honnêtement. D'avoir 7%, 8%, que la France ait 10% de déficit public. Alors non, on peut pas. Je ne dis pas que le déficit public, c'est pas important, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Voilà, ça le déficit public, c'est important. Il faut retrouver de la crédibilité, il faut trouver des trajectoires crédibles. Ouais. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait des... Alors même si là, alors vous avez les baisses d'impôts qui ont baissé de 6 milliards et les dépenses publiques qui ont augmenté de 6 milliards, c'est grosso modo ce que dit Amélie de Montchalin, que je cite, hein, je pense que c'est la ministre en charge, donc on peut dire qu'elle est sur ce point-là, je prends ce qu'elle dit. Mais est-ce qu'on aurait pu... est-ce que c'était nécessaire d'avoir des coupes comme ça dans ce moment-là ? Je ne suis pas sûr, je pense qu'on aurait pu étendre les baisses sur un peu plus de temps. Est-ce que c'est un budget d'austérité ? Oui, il y a des coupes, il y a des économies, c'est un budget austérité. Et en même temps, les dépenses publiques vont continuer d'augmenter de 40 milliards. Oui, mais il y a l'inflation. 40 milliards de plus ? Oui, mais il y a l'inflation. Bien sûr. Mais on se dit, c'est l'austérité, il y a 40 milliards de plus de dépenses publiques. Oui, mais attention, parce que la dépense publique, elle augmente en fonction de l'inflation et aussi de la population, grosso modo. À partir du moment où vous augmentez moins vite que l'inflation, vous faites des économies. C'est-à-dire qu'il y aura plus de monde qui seront dans les écoles, plus de monde dans les universités, mais il y aura moins de budget. Donc, il y aura, et sur les gens qui y seront, il y aura, et sachant que nous partons quand même d'un budget quand même 2024 qui était quand même un budget où il y avait eu quand même un petit peu d'économie et ainsi de suite. Je veux dire, ces dernières années, nous avons eu des baisses d'impôts qui ont été actées, très clairement. Hein. L'IS, le CICE, la baisse des impôts, d'une partie des impôts de production, la baisse de l'ISF. Il y a eu, et sur les dépenses publiques, il y a eu effectivement pendant le Covid, la période Covid et la période de soutien de la hausse des prix avec la guerre en Ukraine dont vous avez parlé juste avant, qui étaient pour moi des politiques nécessaires. Et là, on se retrouve avec un déficit qui a dérapé. Alors, le plus grave pour moi, c'est l'erreur qui a été faite sur la prévision, plus que le dérapage en lui-même, dont finalement les marchés financiers se fouillent, ils nous l'ont prouvé ces derniers mois. C'est ce dérapage. Il fallait retrouver de la crédibilité, retrouver une trajectoire, mais rien ne nous obligeait d'être aussi fort dans les coupes. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, hier, qui donne raison à Bernard Arnault après ses propos sur la surtaxe d'impôt sur les sociétés, sur les grandes entreprises, qui pousse à la délocalisation. C'est vrai que c'est une surtaxe quelque part sur des boîtes qui ont une activité en France. Et on se dit, à l'heure où Trump nous dit « Venez, les Européens, venez, vous allez produire sur le sol américain. Moi, l'IS, je vais le baisser, il a 21, je vais le baisser à 15%. » On n'est pas à contresens. Alors là où, effectivement, c'est quelque chose qui a été fait très rapidement. Pour justement, sans réflexion, pour réduire ces déficits. Ouais, alors que 8 milliards d'euros. Voilà. Et ça a été fait comme ça. Ils ont dit, bon, on va aller raboter à droite, à gauche, là, et là, on va augmenter les impôts sur ceux qui font des chiffres d'affaires élevés. Et la vraie question, elle n'est pas là pour moi. La vraie question, elle est plutôt dans le fait qu'il y a une grosse partie des grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Et ce qui explique aujourd'hui qu'il y a eu Mais légal. Légal, tout à fait. Mais par exemple, le fait que l'Irlande ait un excédent budgétaire et des chiffres complètement
pipotées quand on les regarde, qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'économie réelle, devraient interroger une partie de... C'est un taux d'IS à 12,5%. Oui, tout à fait, mais en fait, grosso modo, ils ont tous les IS, ils siphonnent les recettes publiques du reste de l'Europe. Donc, je veux dire, c'est plus des partenaires, c'est des concurrents. Et à un moment qu'il y ait 1500 filiales dans les paradis fiscaux sur 40 entreprises du CAC 40, on doit s'interroger sur ce qu'elles font dans ces paradis fiscaux, est-ce qu'elles ont une activité réelle ou non, et s'il y a une optimisation fiscale, vous savez, il y a une partie qui est légale, mais il y a aussi de l'abus parfois d'utilisation qui peut être considéré comme de l'abus de droit. Ben, il faudra aussi aller voir un petit peu là-dessus. Moi, je pense que ça, c'est un chantier de long terme qu'on devrait regarder. Après, ils ont décidé d'augmenter les impôts. Alors, ça n'a pas empêché la baisse des impôts de délocaliser un certain nombre d'entreprises. Par exemple, Total a fermé un certain nombre de raffineries. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris des choses, évidemment, en vous le disant. Un tiers, deux tiers, je ne sais plus, des délocalisations françaises sont en fait sur le sol européen. Oui, tout à fait. Un tiers ou 2 tiers? Non, 2 tiers. Deux tiers des délocalisations sont sur le sol européen, oui, bien sûr. C'est dingue, ça. C'est dingue, ben oui. Non, mais ça fait peur. Non, mais ça fait peur. C'est pour ça que je dis, il y a eu un cadre qui a permis, parce que quand elles délocalisent, elles réouvrent parfois au Portugal, à l'est, au sud ou à l'est. Au sud ou à l'est. Et donc, elles baissent les coûts, elles compressent les coûts, et vous avez des bénéfices qui augmentent, qui profitent à une minorité, et il y a une majorité, les salariés, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, la majorité des localisations se font en Europe, oui, bien sûr. Il y a cette volonté de vulgariser l'économie. C'est vrai que c'est une matière qui, même si qui est compliquée, qui n'est pas simple, on fait tout pour rendre les choses, pour simplifier l'économie, mais c'est que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. D'où la BD. D'où la BD, et il faut dire aux gens qu'en économie, il y a plusieurs avenirs possibles en réalité. Ouais. Et qu'il faut en débattre sur un pied d'égalité. C'est ça qui est important, c'est d'en débattre sur un pied d'égalité pour que les gens puissent choisir l'avenir qui leur convient le mieux. Mais il n'y a pas qu'une seule voie. Dire qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est faux, et nous l'avons bien vu, y compris sur le dernier quinquennat, ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a utilisé plusieurs leviers de l'économie. Lui-même ne pensait pas qu'un jour il allait dire qu'il allait se réinventer, et pourtant il l'a dit, il a soutenu très fortement l'activité en période de crise, donc il y a vraiment plusieurs leviers et plusieurs possibilités. Et ce qui se passe au niveau géopolitique nous le montre aujourd'hui. Le débat économique, dites-vous, est trop résumé d'un côté avec un modèle libéral et de l'autre un modèle communiste. C'est vrai, mais c'est un signe des temps. Oui, tout est très clivant, tout est très réducteur. Non, oui, alors que nous avons vécu... Enfin, la France a eu un État stratège à un moment sous De Gaulle, qui était plutôt quelqu'un de droite. Hein. Ouais. Elle a développé aussi un État social. Nous avons innové à un moment, parce qu'on aime beaucoup se dire, voilà, nous n'innovons plus et tout. Mais pourquoi nous n'innovons plus? Parce que peut-être nous ne pratiquons pas l'économie comme nous savons le faire. Il y a eu une époque où nous avons énormément innové en France, y compris même en Europe. Mais en France, il y a une période où nous avons beaucoup innové. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de moins protéger notre économie, de ne pas avoir une vision de long terme, ce n'est pas des choses qui ont fait que ces dernières années, nous avons été dépendants sur les nouvelles technologies des Américains et que nous n'avons pas eu de vision à long terme, autre que celle de réduire les déficits. Donc c'est important d'avoir aujourd'hui, voilà, et c'était les vœux normalement d'Emmanuel Macron après le Covid, avec le commissariat au plan, hein, bon, qui n'est pas un vrai commissariat qui faisait de la stratégie, mais plutôt de la prospective, mais il y avait une volonté de se dire, voilà, on va avoir une vision de long terme, on va avoir un plan, on va l'appliquer. C'est ça qui manque, moi, je trouve, aujourd'hui. Vous avez la conviction, Thomas Porcher, que les économistes dits libéraux ont gagné le combat idéologique? La guerre des idées, elle a été gagnée par les libéraux? Et c'est pas un gros mot. Je pense qu'elle a été, depuis un certain nombre d'années, elle a été gagnée, oui, tout à fait. Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, hormis les périodes de crise... Dans un pays comme la France où les dépenses publiques rapportées au PIB sont énormes, les plus élevées. Mais parce qu'il y a eu un certain nombre de réformes sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur l'assurance maladie. Il y a eu quand même de la modération de dotation aux services publics, notamment à l'hôpital. Il y a eu les techniques de New Management Public qui ont été appliquées à l'hôpital, la tarification à l'acte, etc. Donc on est quand même rentré là-dedans. Non, nous sommes un pays historiquement qui avons fait des choix, notamment d'avoir une retraite par répartition qui soit obligatoire, de mettre pas mal d'argent sur la dépense publique. Mais on voit très bien que la volonté d'un certain nombre de personnes, c'est d'aller chercher quand même des réformes sur ce pan-là. Et là où on l'a vu, c'est quand, dans le discours de politique générale, M. Bayrou a dit « le problème, c'est les retraites ». Le problème de l'augmentation de la dette, c'est les retraites. Donc on a vu que la cible, c'était les retraites. C'est faux de dire ça? Bah, bien sûr, c'est faux. Bah, j'ai plus les chiffres en tête, pardon. Il a dit 50 milliards de déficit, il a la moitié de la dette en 10 ans. Mais si on regarde les baisses de cotisations sociales, c'est 70 milliards par an. Donc ça veut dire que ce serait 700 milliards. Et donc ces baisses de cotisations ont permis justement d'avoir un coût du travail plus bas et donc
d'avoir plus d'emplois. Si on a le taux d'emploi qu'on a aujourd'hui et un taux de chômage qui est plus bas, c'est parce qu'il y a aussi eu des allègements sur les cotisations. Oui, alors je ne suis pas sûr que l'effet escompté était aussi fort que ça a coûté cher, mais malgré tout... Ça a coûté cher en termes, en tous les cas. Pour reprendre l'exemple de M. Bayrou, ça a coûté 70 milliards par an, et sur 10 ans, ça ferait 700 milliards, ce qui expliquerait 70% de la dette. Donc vous voyez, ce chiffre ne tient pas. Je le dis pour montrer que le chiffre de M. Bayrou sur les retraites ne tient pas. Mais ce qu'on constate, c'est que lui avait ciblé que le problème était les retraités en premier lieu. Et je pense que le dérapage, quand on regarde l'évolution des retraites, ce n'est pas aussi élevé que le dérapage que nous avons eu sur le déficit public. Un autre système économique, Thomas Porcher, est possible à vous lire, plus favorable aux travailleurs, aux retraités, respectueux, un modèle plus respectueux de l'environnement. C'est possible, il ressemble à quoi? Parce qu'on tous ont envie de signer, mais il ressemble à quoi dans une compétition mondiale avec un Trump d'un côté, avec la Chine de l'autre? Non, mais ce qu'il faut retenir, moi je pense, de Trump et de la Chine, c'est qu'eux, ils ont établi leur propre modèle et ils y vont. Alors, le modèle de Trump est particulier parce qu'on ne peut pas dire que c'est un modèle complètement libéral parce qu'il y a les droits de douane, il y a le protectionnisme, et en même temps, il baisse les impôts massivement, il déréglemente complètement. Donc, on n'arrive pas trop à comprendre. Voilà. Voilà. Et sur la Chine, c'est pareil. Ils ont un interventionnisme fort, ils subventionnent leurs entreprises, ils interdisent des entreprises étrangères, notamment les réseaux sociaux américains, les voitures américaines. Enfin, ils ont un espèce de modèle propre à eux. Et d'ailleurs, ils ont réaugmenté leur déficit là, pour financer les investissements. Et nous avons, je pense, le modèle très néolibéral. Il faut réduire les déficits, il faut réduire la part de l'État, etc. Or, moi, je pense qu'en fait, nous vivons dans une économie mixte. Nous vivons dans une économie qui a besoin d'un service public auquel les Français sont très attachés, en réalité. On a vu dans le Mais qui ne donne plus satisfaction malgré son coût élevé. Et effectivement, mais pourquoi il donne plus satisfaction? Parce que, vous savez, la dépense publique, il y a deux choses. Il y a une partie qui est le financement des services publics, qui, lui, est resté stable en pourcentage de PIB depuis 1978. On est à 18% en pourcentage de PIB, stable. Et de l'autre côté, vous avez la dépense sociale qui, elle, a fortement augmenté. Elle a augmenté avec le vieillissement de la population, les retraites. Elle a augmenté aussi avec un certain nombre de crises. Nous avons, les hausses de la dette, vous regardez, c'est toujours au moment de 2008, 2020, de grosses crises. Et d'ailleurs, il y a des études très, très, très intéressantes qui ont montré que quasiment 60% de l'augmentation de la dette ces 10 dernières années, c'était dû aux crises, aux trois grosses crises que nous avons vécues, 2008, 2020 et la crise inflationniste. Mais les dépenses sociales ont fortement augmenté. Après, sur cette question des dépenses sociales, on peut en débattre, mais où finissent la majorité de ces dépenses sociales? Elles finissent où? Quand vous achetez un médicament et qu'on vous le rembourse, c'est qui en profite? C'est celui qui produit les médicaments. Quand vous avez une assurance chômage, qui est-ce qui en profite? C'est le secteur privé. Les retraites, alors même s'il y a une partie des retraités qui ont beaucoup d'épargne, mais elles sont dépensées quasiment entièrement dans l'économie française et profitent in fine au secteur privé. Donc il ne faut pas dire que... Alors la première chose qu'il ne faut pas dire, c'est que le secteur public serait beaucoup plus lourd que le secteur privé. C'est faux. Le secteur privé est 3 fois plus élevé que le secteur public en France. Et comprendre que nous sommes dans une économie mixte où les deux s'auto-alimentent. Et il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Et moi, je trouve que dans le débat, ces dernières années, on a trop opposé l'un et l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Il faut lire l'économie pour les 99%. Déjà 20 000... Plus de 20 000 exemplaires. Plus de 20 000 exemplaires vendus. Et je reviens pour refaire le tour. Donc, est-ce qu'il est immoral ou pas d'être milliardaire? On répond quoi à Jean-Luc Mélenchon quand on est économiste atterré? Non, moi, la question, c'est pas... Il n'y a pas de choses immorales. On n'est pas dans la question de la morale, moi. On est dans la question de l'économie. Et l'économie, on ne fait pas de la morale en disant « toi, tu es comme ci » ou « toi, tu préfères l'assurance chômage que de travailler, donc c'est pas moral ». On ne fait pas de la morale. On fait de l'économie. Et de l'économie, c'est la question, c'est qu'effectivement, une économie fonctionne mal si, pour moi, un petit pourcentage s'enrichit plus vite que le reste, alors même que l'économie ne croît pas énormément. Et s'il n'y a plus de milliardaires en France, la France irait mieux? Il y a une grosse partie des milliardaires qui sont déjà partis, mais je ne pense pas qu'elle irait mieux. Mais je pense que la question, c'est comment on refait société, c'est-à-dire comment dans une entreprise, les gens sont motivés d'aller travailler parce qu'ils se rendent compte qu'ils travaillent pour quelque chose de global et pas pour enrichir une personne qui va capter une grosse partie de cette valeur. Allez, merci beaucoup pour cet entretien. Thomas Porcher, donc l'économie pour les 99% à lire, vraiment, ça se lit très facilement, c'est une BD, c'est chez Stock. Merci à vous. Merci.